Bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux. Donc j'ai le redoutable honneur de présenter le conférencier de ce soir, Michel Courtois. Alors je vais essayer d'être bref malgré sa carrière plantureuse. Alors diplômé de l'école polytechnique et de Supaéro Toulouse, on peut dire que Michel a fait une carrière d'ingénieur exceptionnelle, entièrement dédiée à l'espace, du premier au dernier jour. Je ne me trompe pas. De la carrière. Bon, tout d'abord, sortant de Supaéro, il est rentré au CNES en 71. Il y est resté jusqu'en 99, où il participe à de nombreux projets que je ne vais pas énumérer. Je vais simplement citer en particulier le projet Spotin. Il a été d'abord responsable technique, puis chef de projet. La grande réussite française. Alors ce satellite au début probatoire, ensuite pour occuper Toulouse. Il a tellement bien réussi à occuper Toulouse qu'il y en a eu un nombre important d'exemplaires fabriqués sur 25 ans, qui ont tous dépassé la dizaine d'années en orbite, sauf Spot 3, je crois, qui lui a fait que 3 ans, mais tous les autres beaucoup plus. Et ça a été le fondement de toute l'observation de la Terre à Toulouse. Donc on peut dire que Spotin, c'est le père de tous nos satellites d'observation de la Terre. Et maintenant, il y en a de très très nombreux. Deuxième programme que je voulais mentionner, donc il a été directeur du projet Hermès, directeur de l'équipe commune ESA-CNES qui était installée à Toulouse. Bon, malheureusement, dans les années 93-94, Hermès a été abandonné car, disons, en dehors des moyens des pays européens. C'est un programme extrêmement ambitieux, techniquement très challenging, mais les pays ont jugé que ça coûtait trop cher, donc malheureusement Hermès s'est arrêté. Bon, finalement, jusqu'en 99, Michel a été le directeur général adjoint au CNES et directeur du Centre spatial de Toulouse, bien connu ici. Alors après 99, petit détour par l'industrie chez Alcatel Space pendant 4 ans, comme vice-président directeur technique. Et enfin, à partir de 2004, je crois, directeur de l'ESTEC, le centre technique de l'ESA. Et il est resté directeur de l'ESTEC jusqu'à fin 2010, puisqu'il est à la retraite depuis le 1er janvier 2011, pour notre plus grand bonheur, puisqu'il participe à de nombreuses activités spatiales dans la région. Alors Michel, c'est la technique, mais pas seulement. Il est aussi président de Toulouse Les Orgues, donc c'est aussi la musique. Et puis, il s'occupe d'étudiants, puisqu'il est président de la Fondation Van Allen, à l'Université de Montpellier, qui aide les étudiants à construire ce que j'appellerais de vrais satellites. Même si c'est des CubeSats, ce sont de vrais satellites. Bon, il est le dépositaire de nombreuses médailles et récompenses, l'Ordre national du mérite, la Légion d'honneur. Il est académicien de 3 académies, il faut le souligner. L'Académie des technologies, dont il est un membre fondateur, l'International Academy of Astronautics et l'Académie de l'air et de l'espace, au titre de laquelle il est là ce soir. Voilà, il a également reçu de nombreux prix que je ne citerai pas. Donc je vous le disais, une carrière vraiment exceptionnelle. Et ce soir, il va nous faire un panorama complet, ou presque complet, de l'exploration de Mars, le passé, le présent et le futur. Michel. Bon, après cette introduction, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, parce que... Bon, pourquoi je fais cet exposé? En fait, c'était plutôt une envie. Quand on m'a demandé si je voulais faire un... On m'a dit qu'il faudrait que tu fasses un exposé à la Cité de l'Espace. Qu'est-ce que je pourrais faire qui est assez amusant et que je ne connais pas? Alors, Mars, c'était pas mal, puisque en fait, c'était à l'époque où le ExoMars, le lander Schiaparelli d'ExoMars, s'était crashé sur la surface de Mars. Et puis j'ai été appelé dans la commission d'enquête. Alors du coup, j'ai dit tiens, je vais faire un parcours pour voir, parce que Mars, c'est quand même une suite de... C'est ce que j'aime bien dans l'espace, c'est les crashs. Moi, et à Mars, on est servi, hein, c'est vraiment extraordinaire. Je vais vous en raconter quelques-uns parce qu'ils sont quand même extraordinaires. Donc je me suis dit tiens, je vais partir depuis le début, puis on va voir un peu la suite. Et puis ce que j'espère, c'est que je ne vais pas tenir trop longtemps, parce que sinon j'en ai pour plusieurs heures. Mais bon, voilà. Alors d'abord, alors comment ça marche ça? Voilà.
pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, Mars, vous avez le système solaire, là. Vous avez les planètes qu'on appelle telluriques, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et ensuite les planètes, les grosses planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc vous voyez que Mars est tout près de la Terre. En gros, il y a Vénus et Mars qui sont tout près. Alors, vous allez voir, j'ai un petit tableau, j'espère qu'il est lisible, qui donne un peu une comparaison. Vénus et la Terre, c'est le même diamètre, c'est la même, grosso, c'est les mêmes planètes. Hein. Par contre, il y a une atmosphère de pression sur la Terre, et c'est 10% sur Mars, mais c'est 92 fois sur Vénus. La gravité, 0,36 sur Mars, donc elle est plus faible, mais par rapport à la Lune c'est 0,16. Donc oui, c'est entre les deux, entre la Terre et la Lune. Distance par rapport au Soleil, c'est important, parce que si on prend une unité astronomique qui est la distance de la Terre au Soleil, Mars c'est 1,5 fois plus. Donc ça veut dire que vous divisez par 2 la puissance disponible envoyée par le Soleil. Et Vénus c'est à peu près 0,7, donc c'est à peu près la moitié si on veut dire. Donc vous multipliez par 4 pratiquement la puissance. Donc ça explique un peu pourquoi ces deux planètes sont tout à fait différentes. Une petite idée de la température au sol. Sur Mars 460 degrés. Sur Vénus 460 degrés. Sur Mars moins 150 plus 20. Et puis sur la Terre moins 80 plus 50, 50, 60. Bon, après c'est les vitesses d'échappement. Ça c'est pour les dimensionnements des propulsions pour pouvoir y aller. Donc vous voyez que dans les planètes qui sont, disons, avec un socle qui pourrait être habitable, il n'y en a que 2, Vénus ou la Terre et Mars. Et Vénus, c'est quand même un peu plus dur que Mars. Donc c'est ce qui explique en partie plus le fait que Mars a été regardé depuis très longtemps. Le premier qui l'a observé, c'est Galilée. C'est le premier qui a regardé le disque avec une lunette qu'il avait faite. Herschel, il a trouvé des calottes avec de la glace au pôle. Un gars très important, c'est Asaph Hall, qui est un Américain qui en 1877, toujours avec une lunette de 66 cm, il a découvert 2 satellites de Mars, Phobos et Deimos. Et alors le plus important, c'est un gars qui s'appelle Giovanni Schiaparelli, qui lui, avec une lunette, il a trouvé des trucs, des zones sombres, des zones claires, et ça bougeait. Et puis il a dit, mais il y a des canaux, donc il y a des mers, il y a des canaux, donc il y a des canaux, donc s'il y a des canaux, c'est qu'il y a du monde. Et c'est lui qui a, disons, au début du XXe siècle, fin 19e, c'est à partir de ça qu'ont débuté tous les fantasmes sur les petits hommes verts, et donc il y avait de la vie sur Mars, et donc c'est un peu démarré de ça. Donc voilà un peu la jeunesse, pourquoi Mars est intéressant, et puis après ça on va voir comment l'espace a apporté. Alors ça c'est les photos des précurseurs, hein. Il y a Galilée, Hall, et puis Schiaparelli. 1911, j'ai repris une image de l'encyclopédie Britannica. Voilà comment se représentait Mars à l'époque. Donc c'était quand même, on va voir que depuis qu'on a fait des sondes, ça a beaucoup changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était intéressant d'aller voir ce qu'était Mars. C'était assez relativement proche. Les gens ont tout de suite pensé qu'il y avait peut-être une similitude entre l'évolution de Mars et l'évolution de la Terre. Donc est-ce qu'on aurait intérêt à comprendre, est-ce qu'il y a de la vie, est-ce qu'il y a eu de l'eau, de quelle façon, comment l'atmosphère s'est évaporée, etc. Donc toute une campagne pour aller essayer de voir un peu ce qu'était la planète Mars. Et alors ça se conjugue avec le début de l'ère spatiale et la compétition Amérique et URSS. Dans les années 60, vous savez, c'est 58 Sputnik, 62 le premier vol dans l'espace. Donc, évidemment, il y a eu la compétition des Américains et des Russes. Alors j'ai essayé je vais vous faire un petit historique parce que c'est quand même... les Russes, ils ont été les premiers à tirer en octobre 60. Bon, échec au lancement. Deuxième essai, échec au lancement. Troisième essai, raté l'insertion d'orbite terrestre. Ensuite, en 62, ça marche un peu mieux. Ils sont partis sur Mars, mais ils ont perdu les liaisons. Bon. Ensuite, pareil, insertion dans l'orbite de transfert, puisqu'on va dans l'orbite terrestre, et après ça, on part sur Mars. Bon, échec encore. Ensuite, alors, en 71, il y a une sonde qui s'appelle Mars 3. Celle-là, c'est la première qui a atterri sur Mars, et elle est russe. Mais elle a marché 20 secondes. Donc c'était un grand succès, mais ça n'a pas duré beaucoup. Donc je ne crois pas qu'on ait eu d'image de ce truc-là. Il y avait un rover aussi, donc c'était une mission ambitieuse, comme les missions qu'on est en train de faire en ce moment et qui sont programmées pour la suite, qui sont en général un orbiteur, un atterrisseur et un rover, qui permettent de se déplacer sur la surface. Dernière mission soviétique, je l'ai mentionné ici, c'est en décembre 2011, ça s'appelle Phobos Grunt, qui était aussi pour aller sur Mars et également faire une
une cartographie du satellite Phobos de Mars. Et celui-là aussi, ça a échoué à l'échec. Et je crois que c'était un délire essai des Russes. Alors, place aux Américains. 64, Mariner 4. En 65, premier survol de Mars. En 69, Mariner 6 et 7. Pareil, survol de Mars. Donc, ce sont des sondes qui passent à proximité, qui font des photos, mais qui ne s'arrêtent pas. Et puis Mariner 9, 1971, qui est le premier qui se satellise autour de Mars. Donc, c'est la première satellite artificielle de Mars. Vous retenez 1971. Ensuite, 75, les sondes Viking. Donc, ces deux sondes qui ont été lancées en août et en septembre 75. En général, on tirait par deux. Les voyageurs, c'est pareil, toujours pour des questions de fiabilité et de disponibilité. Et donc, ces deux sondes ont atterri et ont fait des photos, et ont pris des prises de vue, fait des carottages, fait des mesures. Et donc, on était les premiers à faire disons, de rechercher des traces de vie, chercher des choses. Ils n'ont pas trouvé grand-chose, quand même. Juste deux vues, une de Mariner 4 qui est passée au large de Vénus et une de Viking qui est le premier lander américain. Donc vous voyez, entre 1911 et puis Mariner 4, il y a déjà un grand progrès. Et à partir de Viking, on a des images qui sont quand même tout à fait autre chose. Et maintenant, vous avez des vidéos, des stéréos, tout ça, avec tout ce qu'il y a en orbite autour. Il y a eu à peu près 40 missions envoyées sur Mars depuis jusqu'en 2016. Donc c'est vraiment une destination importante. Bon, alors après ça, une fois qu'il y a eu Viking, c'était le plus intéressant. Donc on a commencé à regarder l'histoire géologique, qui était évidemment beaucoup plus compliquée que ce qu'on croyait. On a regardé aussi comment évoluait le climat. Et puis là, du coup, ça a continué à susciter intérêt. Mais entre 75 et 96, pendant 20 ans pratiquement, pas de mission américaine. Et puis les Russes ont continué avec le même succès. 88, 92. Et est arrivé un orbiteur important qui est Mars Global Surveyor, qui est le premier américain qui a fait une orbite quasi polaire, une orbite héliosynchrone comme on a sur la Terre, là, et qui a fait les premières photographies systématiques de la planète. Ensuite, 96, Mars Pathfinder. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mars Pathfinder, c'est celui qui a embarqué le petit robot Sojourner, qui faisait 180 kg, et qui a fait les premiers dizaines de mètres sur la surface de Mars. Bon, les Russes ont, donc comme je disais, n'ont pas tiré jusqu'en 2011, mais toujours sans succès. Et après ça, je vais vous parler des trois suivants qui sont deux sondes américaines qui ont été tirées en 90-99, Mars Climate Orbiter et Mars Polar Lander, qui ont tous échoué. Alors celle de Mars Climate Orbiter, vous avez sûrement entendu parler, parce que c'est là où ils se sont trompés entre les FIT et les mètres. Les gars, les ingénieurs des industries, c'était Lockheed Martin, il avait fait tous ces calculs de trajectoire, tous ces machins, ces dimensionnements, tout ça en unité anglaise. Et les opérateurs du JPL, ils travaillaient en mètres. Alors, au cours de route, ça s'est vu. Mais ils ont raté la planète. Bon, ça n'a pas été très apprécié. Bon, c'est de cette date-là, d'ailleurs, que la conquête d'exploration des planètes du système solaire, c'est le JPL, en Californie, à Pasadena, à une exception de 2 ou 3 expériences qui sont également très bonnes, dont la dernière, c'est Pluton, qui sont faites par le Johns Hopkins University, qui est sur la côte Est, qui est le grand rival de JPL, mais qui travaille plutôt pour les militaires, alors que le JPL est uniquement sur la partie civile. Donc voilà, 90-99, on continue. Les Japonais. Alors en 98, les Japonais ont lancé une sonde qui s'appelle Nozomi. Alors ils n'ont pas eu de chance non plus. Ils sont partis et puis ils sont ramassés un vent solaire important et un orage solaire. Donc ça a détruit une partie du système de puissance. Ils n'avaient pas subi de décontamination biologique. Et donc la communauté s'est demandé s'ils devaient continuer à aller sur Mars ou pas, au risque de se cracher sur Mars et donc de contaminer la planète. Alors après avoir tourné pendant un petit moment, au bout de 300 jours, ils ont raté la planète, mais volontairement, pour éviter de se cracher et donc de polluer toute recherche de vie si jamais il y avait des bactéries sur place. Bon, on continue. Ensuite, Mars Odyssey américain, succès, relais télécom en orbite, mesure d'atmosphère, étude toujours pareil, recherche de l'eau et géologie. Et ensuite, en 2003, c'est 2003 qui est une année très fructueuse, puisque 2 missions avec des rovers
américaines. Ce sont les rovers Spirit et Opportunity. Vous avez déjà entendu parler peut-être d'eux, hein, qui sont posés et qui ont fait pas mal de prises de vue, de carottage, de mesures. Et en même temps, en 2005, a été lancé un satellite qui est toujours en orbite, qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbiter. Alors je vous mentionne celui-là parce qu'il est très important. Ses caméras sont beaucoup plus performantes que les autres. Et c'est celui-là qui a retrouvé pas mal de choses qui sont un de ses activités, c'est de pister et de retrouver tous les débris qu'on a lancés. Je vous montrerai quelques exemples. En particulier, on s'est servi de Mars Reconnaissance Orbiter pour faire l'expérience Schiaparelli là, de 2016. Cet engin a également retrouvé Beagle, qui est une sonde, un atterrisseur qu'on avait lancé en 2003 et qui n'est pas arrivé au niveau de l'Europe. Donc voilà. Bon, les Américains continuent. Un atterrisseur Phoenix qui, lui, est un des premiers qui a vraiment trouvé de l'eau en grattant sur le sol. Alors j'ai une vue, voilà. Il est équipé d'une pelle. Et en fait, en grattant la poussière, le régolithe qui est là, en dessous, ils ont trouvé de la glace par spectrométrie. Donc, alors entre ça et puis les sondes qui étaient autour de l'orbite, on a fini par confirmer l'existence de l'eau à bord, sur la surface ou sous la surface de Mars. Ensuite, MSL, c'est le rover Curiosity, lancé en 2011, qui est toujours en activité et dont le centre d'opération d'un des instruments qui s'appelle ChemCam est ici à Toulouse, au centre spatial de Toulouse. Vous avez déjà dû avoir des présentations ici de cette expérience et puis de comment on opère le mécanisme qui est de fracturer avec un laser, de tirer sur la roche, faire l'analyse des rejets et des gaz. Bon, il faut noter que Curiosity, c'est quand même... j'ai une petite table, j'espère qu'elle est lisible. Viking, c'est 900 kg. Il n'y a pas de rover. 590 kg d'atterrissage. Mars Pathfinder, le rover, il fait 10 kg. 360 kg à l'atterrissage. Et le MSL, là, qui est le dernier qui a été tiré, qui est le Curiosity, il fait 1,5 tonne. Et le rover fait à peu près 900 kg. Donc, vous voyez, c'est un très gros progrès sur la capacité d'emport. Pratiquement 900 kg la tonne, c'est ce qu'on sait faire de mieux. C'est la limite de ce qu'on peut faire avec des parachutes. Je reviendrai un petit peu pour voir comment est-ce qu'on atterrit sur Mars. L'Inde, bon, les Américains ils continuent à envoyer des sondes et qui marchent. Maven, toujours étude de l'atmosphère. Les Indiens ont lancé une mission qui s'appelle MOM. Bon, ils sont insérés sur l'orbite de Mars. Mais en fait, leur but, c'était démonstration technologique principalement. Donc aussi étude de l'atmosphère, mais pas d'objectif très scientifique derrière. L'Europe. Alors l'Europe, on a, comme toujours, on arrive un petit peu après, et puis on essaie de se glisser chez les deux grands. Alors on a mis beaucoup d'instruments chez les instruments américains et russes. Avec les Russes, ça n'a jamais marché. Avec les Américains, on est toujours embarqué avec des manips qui sont sélectionnés sur concours international. Et puis en 2003, on a lancé Mars Express, qui avait triple mission, un orbiteur, un atterrisseur, une double mission, pardon. Et l'atterrisseur était fait par les Anglais, il s'appelait Beagle 2. Alors l'insertion sur orbite s'est passée comme il faut, le voyage très bien, et puis l'atterrisseur, on l'a perdu en route. Donc on n'a pas su si c'était arrivé. Et je vous dirai après ce qui s'est passé. En décembre 2014, le fameux satellite Emero là, de la NASA, qui est sur orbite quasi polaire, synchrone sur Mars, il a réussi à retrouver les traces de Beagle et on a fait des photos et comme ça on a pu voir qu'il avait au moins atterri et qu'il avait franchi une bonne partie des étapes. Bon, après ça, le panneau solaire s'est pas bien ouvert et donc la transmission a été perdue. Mais c'était quand même un semi-succès. ExoMars 2016, alors ça vous avez peut-être suivi, il y avait un orbiteur TGO, 13 gas orbiteur, plus un module de descente, l'atterrisseur Schiaparelli, et celui-là, il a bien démarré, et puis le TGO s'est mis en orbite, il est toujours en orbite, il fonctionne très bien. Par contre, au cours de la descente, il y a eu un pépin, et je vous raconterai un peu le pépin. Voilà. Bon, quelques vues pour préciser un peu tout ça, le rover Curiosity. Vous voyez qu'il y a la caractéristique principale, c'est que sa source de puissance... Alors, ça marche, hein? Ouais, ça marche. Il y a un truc qui s'appelle RTG,
comment est-ce qu'on fait pour alimenter les rovers? C'est soit des panneaux solaires qui sont portés dessus, mais avec assez peu de puissance, soit quand ils sont un peu plus gros comme celui-là, des générateurs isotopiques à base de plutonium et qui permettent de fournir la puissance à bord. Voilà. Une vue du même engin. Ça, c'est le satellite qui l'a emporté. Alors celui-là, cette sonde-là, c'est pas mise en orbite. C'est un lancement où le satellite, la sonde passe au large de Mars, elle largue l'engin et l'engin descend. Et descend suivant une trajectoire. Alors voilà quelques vues. Alors, qu'est-ce que c'est le principe d'une descente sur Mars? Vous arrivez, l'orbiteur se largue la sonde. La sonde, après ça, au bout d'un moment, approche des couches denses de l'atmosphère, vers 12 km, 12-15 km. Il y a un bouclier thermique qui frotte et qui permet de freiner la sonde. Ensuite, on largue un parachute. La sonde descend sous le parachute. Le parachute freine la sonde encore. Et arrivé à une dizaine de mètres ou quelques kilomètres du sol, on largue toutes les protections qui étaient avant. On met un système de radar ou un système de mesure d'altitude. Et puis au fur et à mesure qu'on guide l'engin, les rétropropulseurs le freinent. On allume des rétropropulseurs, on le freine et il se pose en douceur. Alors, il se pose ou il ne se pose pas très bien. Hein. Alors en général, en plus, on s'arrange pour faire une manœuvre parce que le parachute qui est largué, il dégringole avec le reste de la sonde. Et il faut éviter que le parachute tombe sur la sonde. Donc on fait une manœuvre d'évitement. Donc il y a toute une procédure qui est assez compliquée. Donc c'est pratiquement la procédure que suivent tous les engins qu'on envoie, à quelques exceptions près, peut-être les premiers, la Spirit et Opportunity. Je ne sais pas si vous avez vu les images, ils sont mis dans des ballons gonflables. Et arrivé à une certaine altitude, on largue les ballons, il rebondit, et puis après on dégonfle les ballons, ça s'ouvre, et puis l'atterrisseur se met à déplacer les panneaux solaires, et le rover peut descendre. Voilà le principe. Alors j'ai une vidéo, je vais vous passer une vidéo qui est une vidéo. On est sur la descente de Curiosity. Il a déjà ouvert son parachute. Il a freiné avec son bouclier thermique. Il est descendu sous parachute. Et puis on largue la protection thermique de façon à pouvoir mettre le radar d'altitude, de mesure d'altitude pour descendre. Et puis pouvoir faire le guidage de final. Et donc si vous allez voir, c'est la vidéo, elle permet de voir cette descente. Alors, je trouve la vidéo quand même. Il y a le son. Le son, c'est comme pour Huygens, il y a un ampli, un récepteur. Voilà, ça c'est le largage de la protection thermique. Et là vous avez le rover qui est attaché et le parachute qui est au-dessus. On voit le bouclier thermique qui est largué. Puis vous allez voir, petit à petit, il va s'approcher du sol de Mars et il va se poser. Alors donc on va entendre le bruit du vent, parce qu'il y a des tempêtes, des vents relativement violents sur Mars. Et puis vous allez entendre le moment où les propulseurs s'allument pour freiner et poser tranquillement le rover. Donc ça c'est une vue du sol. Alors un des problèmes aussi c'est que l'atmosphère de Mars c'est 1% de l'atmosphère terrestre. Donc toutes les opérations qui sont délicates se font à des altitudes assez basses, à 10, 12 km, 9 km. Donc il faut freiner tout ça de 28 000 km/h à 0 ou à quelques mètres secondes. Et donc il faut faire ça, il faut trouver une zone assez plate. Je vous rappelle que par rapport à la surface moyenne, il y a des montagnes qui sont relativement importantes. Hein. Le volcan Olympus, là, qui est le point culminant, fait 22 km à comparer aux 8 km de l'Everest. Donc il faut choisir sa zone, si possible qu'il soit intéressant scientifiquement, mais qu'il puisse, puisse se poser sans qu'il soit de travers ou qu'il soit un peu de guingois. C'était un peu le problème de Philae, puisque Philae, il s'est trouvé dans une espèce de crevasse, là, ça n'a pas été terrible. Donc voilà, vous voyez la descente, vous entendez le vent. Donc il y a tout un décollage. Ça c'est l'image des propulseurs, des rétrofusées. Ça c'est la poussière qui est dégagée par les rétrofusées. Et il est posé.
là, vous avez la caméra. On entend la caméra qui tourne d'ailleurs. Et ça, c'est Chemcam, le mât qui est prise par la caméra après l'atterrissage. Bon, ça, c'est une mission réussie. Hein. Techniquement, c'est un sacré exploit quand même, hein, faire tout ça. Alors, voilà. Donc, le principe est toujours à peu près le même. Hein. Alors, une petite vue de Schiaparelli, l'ExoMars 2016, le projet de l'agence qui est parti en 2015 et qui est arrivé en décembre, avec la séparation de la capsule qui emportait le... Alors, l'objectif, il y avait deux objectifs à cette mission. Hein. C'était une mesure des composants de l'atmosphère, en particulier du méthane, puisque le méthane est un des éléments qu'on cherche pour savoir si c'est d'origine biologique ou bien minérale, et puis également mesurer les composants de cette atmosphère. Et puis il y avait une mission qui était de vérifier si on sait descendre et si on maîtrise toute la stratégie de descente et d'atterrissage. À bord de cet atterrisseur, il n'y avait pas de puissance, il y avait des batteries, donc il y avait un fonctionnement qui durait quelques heures, et puis après ça, c'est des fins de mission. Donc le but vraiment de la mission, le but, pas celui qui racontait, mais celui qui était derrière, c'était savoir si on s'est maîtrisé, puisque le premier en 2003, on avait échoué, est-ce qu'on s'est maîtrisé la descente? Alors, en quelques mots, comment ça s'est passé? La sonde, là, le TGO, largue la capsule. 3 jours avant d'arriver sur Mars, la capsule on met en spin, elle est stabilisée. On lui donne les conditions initiales de positionnement par rapport à la planète. Ensuite, on détecte. Alors, il y a une centrale, il y a un élément important, c'est qu'il n'y a pas dans cette phase-là, il n'y a pas grand-chose comme actuateur. Il est donc spiné, et puis il y a une centrale inertielle avec des accéléromètres et des gyros. Les gyros, ça donne l'attitude, les vitesses. Les accéléromètres donnent les accélérations sur les 3 axes du véhicule. Et en intégrant tout ça, on détecte quand la pression de l'atmosphère est suffisante, et là, on démarre la descente, la séquence de descente. Et deuxièmement, en intégrant les mouvements, on calcule l'attitude de la capsule. Il n'y a pas de repère autre que l'intégration un peu bestiale, si je puis dire, toute bête de ce détecteur. Alors donc il descend, il freine correctement avec son bouclier qui est devant, là, le bouclier thermique. Ensuite, on ouvre le parachute. Et là, le parachute il s'ouvre à peu près Mach 2, à peu près, donc supersonique. Et l'ouverture du parachute se fait en 2 secondes. C'est un parachute qui fait 12 mètres de diamètre. En 2 secondes, il est ouvert, mais il s'ouvre de façon assez aléatoire, puisqu'il est dans le jet supersonique du flux de l'atmosphère de CO2 de Mars. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un choc assez violent quand le parachute se tend. Choc qui est mesuré par les gyroscopes. Et les gyroscopes, ils sont assez curieux parce que on peut paramétrer les vitesses, un seuil de vitesse maximum dans ce gyro. Et quand on dépasse la vitesse maximum, il met pendant un certain temps la vitesse max. Alors, les ingénieurs de Thales, pour ne pas les nommer, pensaient que la stabilité de cette valeur était de 15 millisecondes. En fait, elle était de 1 seconde. Alors, vous imaginez, le truc, il prend un pet à l'ouverture du parachute, il passe le seuil à 180 degrés par seconde, 187 exactement. Pendant 1 seconde, il met 187. Mais, pour calculer l'attitude de la capsule, on intègre les vitesses. Donc, au lieu d'avoir une vitesse qui fait ça, on a un truc constant à 180 degrés par seconde pendant 1 seconde. Donc, l'engin, il dit, 180 degrés par seconde pendant 1 seconde, je suis cul par-dessus tête. Il pense, il ne l'est pas, mais il le croit. Alors, jusque-là, c'est pas très grave. Et une fois qu'on est un peu plus loin, il largue le bouclier thermique, il largue tous les objets qui sont devant,
de façon à pouvoir mettre les radars de mesure d'altitude en action. Et le radar, il mesure distance au sol, mais en fonction de l'angle de la capsule. Et avec l'attitude, vous corrigez du cosinus pour avoir la vraie altitude. Mais le cosinus, il dit « Ah, cosinus, c'est négatif. Là, je suis à plus de 50, je suis cul par-dessus tête. Alors ça, c'est pas prévu, je suis cul par-dessus tête, donc j'ai atterri. Donc j'ai atterri, donc je largue tout, je mets les boosters, je mets le... Et évidemment, ce n'est pas le cas. Et le test d'après, il est à 3,7 km du sol, et tout s'arrête, et donc il dégringole en chute libre. Voilà ce qui s'est passé. Donc, alors le rapport d'enquête va être publié là. Alors il y a plusieurs. Après ça, pourquoi on est arrivé là? Ça, c'est une histoire. Celle-là, je ne sais pas si elle sera publique, mais enfin, l'histoire est celle-là. Mais pourquoi il y avait une seconde et pas 15 millisecondes? Ça, les mecs l'ont pas vu. Et puis le choc et la séparation, ils n'avaient pas imaginé qu'il y avait des chocs pareils. Or, quand on regarde l'enquête a été faite avec des gens du JPL qui ont déjà l'expérience de ce genre de truc. Quand on voit comment le parachute s'ouvre, le parachute il s'ouvre, il fait des gonflements, des dégonflements, il va à droite, il va à gauche, et donc les vitesses transverses pendant très peu de temps, pendant 0,5 secondes, sont extrêmement élevées, puis après ça se calme. Puis quand il est sous parachute, il descend tranquillement, quoi. Donc ça aurait été pensé un peu différemment. Le truc il est vertical, c'est vertical, quoi. À 30 degrés pas, c'est pas grave. Donc on a presque failli atterrir, mais on n'a pas atterri à cause d'un truc comme ça. Bon voilà, c'est l'histoire de Schiaparelli. Alors, le problème c'est que c'était censé mettre au point la séquence de descente pour celui qui va tirer en 2020, qui lui embarque un rover. Alors, on ne sait pas bien comment ils vont faire en sorte pour corriger toutes les erreurs qui ont été faites dans le premier, quoi. Voilà, donc c'est en cours. Là, on devait avoir la revue critique de définition au mois de juillet. Et il faut sans doute revoir un peu l'architecture du software, la façon de calculer, la façon de prévoir les saturations et tout ça. Donc, alors celle de 2020, elle est un peu plus compliquée puisque la mission embarque un rover qui fait aussi à peu près 800 kg. C'est une mission qui est faite avec les Russes. Donc il y a un partage des responsabilités entre les Russes et les Européens. Encore un peu plus compliqué que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et alors, comme il est plus lourd, au lieu d'avoir un seul parachute de 12 mètres, on a une série une drogue, c'est-à-dire un petit truc qui tire un parachute supersonique de 15 mètres, une deuxième drogue qui tire un parachute de 35 mètres. Donc rendez-vous en 2020 pour voir ce qui se passera, quoi, grosso modo. Hein. Bon, voilà à peu près l'histoire aujourd'hui. Bon, ça c'est des vues de Schiaparelli, ça fait à peu près 600 kg, 577 kg. Hein, vous voyez, vous avez une protection arrière. Alors, ils sont toutes comme ça. Hein. C'est une protection arrière. Vous avez la partie qui va atterrir qui est là. Vous avez devant un bouclier thermique. Et puis ici, vous avez tout un ensemble d'équipements. Et puis qui comporte le parachute et tous ces machins-là. Et puis une protection arrière, de façon à ce que le flux thermique qui passe comme ça autour, qui turbule derrière, ne perturbe pas la température intérieure. Voilà à peu près, c'est tout ce que fait comme ça. Voilà. Ça, c'est une vue d'engineering model qui était à l'ESTEC. On avait suspendu le parachute, et puis là, c'est le chef de projet qui vient nous expliquer. Ça, c'est la commission d'enquête qui vient expliquer ce qu'on n'avait pas compris, parce qu'une commission d'enquête, en général, les mecs qui font l'enquête, ils ne connaissent pas le sujet, quoi. Donc, il faut déjà apprendre à lire dans les documents que les gars nous filent, parce qu'ils nous filent ça de documents, puis il faut reconstituer le scénario, quoi. Bon, ça, c'est ce que j'ai raconté. Bon, ça c'est juste pour dire que vous voyez, on passe très rapidement de 120 km, là, c'est là qu'on détecte l'atmosphère grâce aux accéléromètres. Et puis petit à petit, le parachute s'ouvre, il est à 9 km d'altitude. Et puis en fait, on s'est craché à 3,7 km, quoi. Voilà. Ça, c'est MRO. C'est le satellite américain dont je vous parlais, là, qui a suivi, qui a relayé toutes les transmissions. Parce que à la suite de l'échec de 2003, de Beagle, on avait dit, il y a eu une commission d'enquête. Chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il y a une commission d'enquête. On avait dit, il est interdit de faire ce genre d'opération sans qu'on ait la visibilité de ce qui se passe. Parce que Beagle avait été largué et on n'avait pas de télémesure. Donc on avait dit, mais quand il sera au sol, il enverra tout ce qu'il a mesuré. Pas de bol, il n'est pas arrivé au sol correctement. Donc on n'a jamais su ce qui s'était passé. Donc on avait dit, pour le prochain, il faut avoir la télémesure. Alors on a eu la télémesure. Bon, ça n'a pas été suffisant, mais enfin, au moins on a pu comprendre ce qui s'est passé.
Alors ça, c'est intéressant parce que ce fameux satellite MRO, moi je trouve, il y a une caméra qui s'appelle High Resolution Camera, etc. Et il est assez balèze parce que là, c'est Curiosity, le rover américain, là, qui est filmé par le MRO pendant sa descente, sous parachute. Ça, c'est Phoenix Lander, celui que j'ai écrit tout à l'heure, qui est filmé par le même MRO. On le voit ici, là, en bas à gauche de l'image. Ça, c'est de la glace qui est prise. Ça, c'est des glaces prises par. Ça, c'est ExoMars. Ça, c'est Beagle qui suit. Ça, c'est une vue d'artiste du largage de l'atterrisseur Beagle. Ça, c'est ce qu'il aurait dû voir une fois atterri au sol avec les panneaux solaires qui permettent de la puissance. Et puis voilà ce qu'avait détecté MRO sur Beagle. Donc il a retrouvé avec son panneau solaire qui n'est pas entièrement déployé. Donc avec ça, on a pu comprendre un peu après ce qui s'est passé, quoi. Et alors, dans l'enquête de Schiaparelli, on a utilisé le même satellite qui nous a fourni les photos du parachute, du bouclier et du truc qui était craché, quoi. Donc on a depuis, c'est intéressant quand même parce qu'on peut comprendre. Bon, Phoenix, ça c'est une autre sonde. On va peut-être passer un peu rapidement. Alors qu'est-ce qui se prépare là maintenant? Parce que pour aller sur Mars, en gros, il y a des fenêtres de tir, j'y viendrai tout à l'heure, en gros tous les 26 mois, donc en gros tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, il y a une campagne pour essayer de partir en orbite pour aller rejoindre la planète. Alors en 2018, il y a une mission américaine sur laquelle on est partie prenante avec un sismomètre fait par l'IPG, l'Institut de physique du globe. C'est une mission qu'embarque la NASA et elle devait partir en 2016, mais le sismomètre, il a eu des problèmes, même plusieurs problèmes. Donc on était obligé de repousser le lancement de. Alors évidemment, à chaque fois qu'on repousse, ça coûte assez cher puisqu'il faut prendre 2 ans de plus dans la vue, quoi. Et donc ce qui était prévu c'était en 2016 et repoussé à 2018. Ensuite, j'ai parlé de la mission de l'agence en 2020 avec un rover européen. Alors, avec un module de descente russe, une stratégie de descente qui est mixte russe-européenne. Le lancement doit être un Proton, je pense. Hein. En même temps, en 2020, la NASA envoie son rover en 2020 qui est une duplication du rover Curiosity qui était tiré en 2011. Et puis, les Chinois. Alors, j'ai vu apparaître une mission chinoise en 2020 encore, avec un atterrisseur à un rover qui ressemble un peu au rover d'avant, quoi, grosso modo. Donc rendez-vous en 2020, parce qu'en 2020, il va se passer pas mal de choses quand même. Hein. Il y aura du monde sur la planète. Et puis là, récemment, le CNES et la JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise, ont signé un accord pour étudier le retour d'échantillons depuis Phobos pour 2024. Alors les Japonais sont assez bons. Là. Il y a une sonde qui s'appelle Hayabusa, qui est allée essayer d'atterrir sur un astéroïde. Alors qu'il y a eu énormément d'ennuis, ils ont perdu des roues, ils ont perdu des propulseurs, ils ont perdu plein de trucs. Ils ont réussi quand même ils n'ont pas pu atterrir sur l'astéroïde, mais ils ont ramassé des poussières. Et le principe, c'est que je ramasse les poussières et je les ramène vers la Terre et ça descend sans parachute. Donc ça a fait un choc assez violent, mais ils ont réussi ça. Donc je pense que la coopération avec la JAXA, ça va être intéressant à suivre parce qu'il y aura certainement une coopération sur les trajectoires, puisque le calcul de trajectoire, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et puis ensuite des manips qui sont à bord. Les Japonais seront sûrement chargés de faire le véhicule et puis la rentrée. Voilà. Bon, ça j'ai des vues, ça n'a pas. Bon, le Mars Rover de 2020, bon. Celui de l'agence, c'est une vue d'artiste, hein, il ne sera pas tout à fait comme ça, mais enfin. Celui de la NASA qui ressemble curieusement à Curiosity. D'ailleurs, il embarque un capteur ChemCam un peu amélioré qui est toujours fait par l'IRAP ici. Donc on aura une copie. Et puis le truc chinois, alors ça c'est des dessins. Alors c'est des dessins d'artistes, je ne sais pas ce que ça vaut, mais enfin parce que les panneaux solaires sont un peu bizarres, mais enfin c'est ce qu'on raconte. Et puis il y a des rovers, mais des petits rovers genre 100 kg, choses comme ça, et puis un atterrisseur. On va voir si les Chinois sont ce qu'ils vont faire là. Alors quelques mots sur comment on va sur Mars, parce que c'est quand même une mission qui ne sont pas commodes. Donc les vitesses de la Terre fait un tour autour du Soleil en 365 jours. Mars en 687 jours, quoi, en gros 2 fois plus lentement. Donc en gros, tous les 2 ans, les planètes sont pas loin pour qu'on puisse se faire un transfert.
Bon, la vitesse, la distance, c'est entre 56 millions et 400 millions de kilomètres qui séparent les deux. Donc, vous voyez, les délais de transmission sont assez importants. Donc, pratiquement tout ce qui se passe là-haut, c'est automatique et ça se débrouille tout seul. Hein. Bon, il faut mettre à peu près 250, 180 jours à 250 jours pour aller faire un transfert sur Mars. Alors, voilà comment ça marche. Là, on s'arrange pour que la Terre et Mars soient... alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Vous avez au départ la Terre qui est là, Mars qui est là. Elles sont en ce qu'on appelle en conjonction et pas en opposition. Et puis, pour passer de l'orbite terrestre est là. Voilà, mon truc n'est pas très bon. Voilà. Et il faut passer sur l'orbite qui est là. Donc il faut aller sur cette orbite-là et en même temps y aller au moment où Mars arrive. Alors pour y aller de façon passer de cette orbite à cette orbite, il y a une méthode qui est la méthode optimale, qui s'appelle un transfert de Hohmann. Donc c'est ce qu'on utilise pratiquement tous, à quelques corrections près, parce qu'il faut en plus choisir l'inclinaison sur Mars, il faut choisir la zone sur laquelle on veut atterrir, donc il y a quelques corrections de trajectoire en plus, mais grosso modo, on fait un transfert elliptique de l'orbite de la Terre vers l'orbite de Mars. Donc, et ce transfert dure à peu près entre 6 mois et 8 mois, quoi, grosso modo. Et vous avez ici l'atterrissage sur Mars et la Terre est là. Vous avez à peu près la même distance entre la Terre et Mars que la Terre au Soleil, quoi, grosso modo. Ça, c'est le principe à peu près général des missions sur Mars. Quand c'est des missions sur des planètes plus lointaines, c'est un peu plus compliqué, puisque en général, on n'a pas l'énergie, le lanceur n'est pas suffisamment costaud pour envoyer la sonde avec la bonne vitesse. Donc on utilise des rebonds gravitationnels sur des planètes pour se recatapulter plus loin. Bon. Alors après ça, une fois qu'on va vers Mars, il faut en plus se mettre en orbite autour. Donc là, il faut utiliser de la propulsion. Donc on freine, on arrive sur Mars et puis on freine, puisque quand vous êtes capté par Mars, si vous ne faites pas ça, vous avez l'orbite hyperbolique, c'est-à-dire vous passez et puis hop, vous êtes reparti de l'autre côté. Donc il faut arriver, en étant au dos de Mars, il faut freiner pour se mettre sur une orbite elliptique. Alors ça consomme entre 40% et 50% de la masse de ce que vous apportez en propulsion. Pour essayer plus on veut être proche de Mars et plus ça consomme. Donc en général, on essaie de se mettre dans une orbite assez elliptique. Et les Américains, depuis Mars Global Surveyor, là, ont mis au point une technique qui s'appelle l'aérobraking. Le périgée de l'orbite est très bas, mais l'apogée est très haut sur Mars. Et le périgée, quand on passe au périgée, la sonde frotte sur l'atmosphère martienne. Et donc l'apogée descend petit à petit. Et c'est comme ça qu'on fait, avec moins d'énergie propulsive, la descente vers les orbites proches de Mars. Et une autre méthode qui est plus radicale, qui est ce qu'on appelle l'aérocapture. C'est ce que veulent faire les gens qui vont faire les vols habités plus tard. Là, c'est plus cher. Vous arrivez au ras de Mars, et là, directement, le freinage dans l'atmosphère vous met en orbite autour de Mars. Bon, on l'a pas fait encore. Hein. On a failli le faire pour les missions de retour d'échantillons, mais ça, c'est extrêmement compliqué, parce que la précision d'injection sur Mars, il faut mieux que le degré, parce que si vous êtes un peu trop rasant, vous rebondissez. Si vous êtes trop en bas, vous brûlez. Donc il faut être pile calibré. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Bon, on verra. Bon, ça, c'est trajectoire de rentrée. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire dans les 2 ans, 2-3 ans qui viennent. Ensuite, l'étape d'après, c'est quoi? C'est retourner des échantillons qui viennent de Mars. Donc là, l'intérêt, c'est quand même d'avoir des instruments. On peut ramener des échantillons sur Terre. Ça a un avantage, c'est qu'on peut utiliser des instruments qui sont beaucoup plus puissants que les instruments miniatures qu'on embarque là-bas. On peut faire des manipulations plus nombreuses. On peut les recommencer au fur et à mesure que les technologies s'améliorent. Et donc, c'est certainement une mission qui se prépare pour la suite. Il faut noter que dans la manip NASA de 2020, ils vont faire, je reviendrai tout à l'heure, une expérience de fabrication de carburant sur place. Ça, j'y reviendrai parce que pour les vols habités, on ne peut pas embarquer le carburant pour revenir. Donc il faut le faire sur place. Donc ça, c'est pas simple. Donc en gros, comment ça marche? C'est une mission de retour échantillon. On envoie. Il y a plusieurs scénarios, enfin ils sont pratiquement à peu près semblables. Un pour les lancements. C'est un Ariane 5, un 6 à l'époque, ou un Atlas, qui atterrit sur la planète. Il ramasse des échantillons. Une deuxième mission part après, se met en orbite.
Ici, l'atterrisseur, il comporte une petite fusée. Alors en général, c'est une fusée, dans les scénarios qu'on avait regardé avec le GPS, c'est des fusées simples. Hein, c'est-à-dire qu'on tire vertical, on s'incline, on met un grand coup comme ça, et on envoie les échantillons qui ont été ramassés au sol en orbite. Et l'engin qui est là, qui se met en orbite autour de Mars, il cherche où est la capsule qui comprend l'échantillon. Alors comment on fait ça? Ça a l'air de marcher, sur simulation ça marche, on fait des photographies de fond d'étoile, puis on fait la trajectoire de l'objet qu'on cherche. Puis après ça, on fait des manœuvres pour faire des rendez-vous. Une fois qu'on fait le rendez-vous, on capture l'échantillon, on l'injecte dans l'orbiteur qui est autour de Mars, et puis ensuite on allume et puis on rentre sur Terre. Alors après ça, on rentre en général avec ou sans parachute, plutôt sans parachute parce que c'est moins lourd. Enfin, le choc est assez violent quand même. Enfin, c'est sûr que des bouts de matière, quoi, grosso modo. Donc voilà ça, c'est une mission qui va être. Moi, j'avais travaillé là-dessus. C'est une belle mission. Hein. C'est une belle mission. Ça. Surtout il faut ici déjà un module de redémarrage de Mars. Refaire un rendez-vous ici en orbite avec celui qui est le deuxième qui vient. Capturer tout ça et puis rentrer. Bon. Il n'y a pas de date encore pour ça. Hein. Quand j'avais travaillé là-dessus, c'était en 98, avec le CNES et puis le JPL. On avait visé en 2006, 2007. Bon. Mais le schéma n'a pas beaucoup changé. Hein. Alors, suivant ce qu'on met sur le premier ou sur le deuxième vol, il y a la fusée qui repart, et sur le premier ou sur le deuxième, ça dépend. Enfin bon. Donc voilà. Ça c'est une table qui dit un peu les écarts entre chercher un échantillon sur la Lune et un échantillon sur Mars. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus compliqué. Hein. Et puis la mission, au lieu de durer quelques semaines sur la Lune, c'est au moins 2 ans, puisqu'il faut, une fois qu'on est là-bas, il faut renvoyer un deuxième véhicule et puis rentrer. Une opération à 6-7 milliards d'euros, à peu près, hein, dans de grandeur. On partagera les frais avec les partenaires. Hein. Je ne sais pas si Macron a ça en tête, mais bon. Ça c'est ce que j'ai raconté là. Bon, ça c'est exactement ce que j'ai dit. Alors, dernier volet de ce que je voulais présenter un peu, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Alors après, alors là c'est le grand machin. Là, on dit on va faire une mission spatiale habitée vers Mars. Alors, honnêtement, je sais, si je compare les missions de retour échantillon qui étaient déjà en début de 1998-99, quelque chose de relativement proche, mais on voit reculer pas avant là 2025, 2028, choses comme ça. La mission spatiale habitée, ça c'est une autre paire de manches parce que dès qu'on envoie des hommes sur Mars, tout de suite ça devient plus compliqué. Alors je vais essayer de vous présenter quelques. J'ai un petit tableau, voilà. Un petit tableau qui compare un peu. Pour se faire une idée, il faut comparer une mission Apollo qu'on connaît maintenant à peu près bien, et une mission martienne. Alors, la durée de la mission. Apollo, c'est 12 jours, il faut y aller. Et puis on sait que si jamais ça ne marche pas bien, on l'a vu sur Apollo 13, on sait faire des trucs quand même pour rentrer assez rapidement. Bon. Là, on est parti pour 640 jours ou 900 jours, suivant la façon dont sont faits les trajectoires de retour. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc les gens qui partent sur Mars, ils partent pour 600 jours, donc en gros 2 ans. Et ils savent que de toute façon, ils ne pourront pas revenir avant. Donc psychologiquement, c'est déjà un des problèmes de savoir que vous partez et puis vous ne savez pas quand vous allez pouvoir revenir. Bon, alors évidemment, il faut que le volume habitable soit plus important que sur la Lune. Vous êtes au passage, vous passez longtemps, donc vous êtes soumis à toutes les radiations solaires et interstellaires, donc c'est à peu près 10 à 20 fois les doses normales tolérées sur le sol. Vous avez également, vous êtes confiné pendant très longtemps, puis il faut avoir de la nourriture et tout ça. Deuxièmement, pour revenir sur Terre, de la Lune, normalement, c'est 3 jours. Là, c'est en gros de 6 mois à 2 ans. Bon, donc il faut pouvoir être complètement autonome et pouvoir avoir un service médical, tout le bastingue sur place. L'atterrissage et le décollage, alors pour aller sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc on sait comment faire. Là, c'est ce que je vous ai dit, on fait une aérocapture, on se pose sur Mars. Alors,
Les missions les plus ambitieuses se posent avec des propulseurs. Mais là, je dirais tout à l'heure, ce sont des fusées qui n'existent pas aujourd'hui. C'est encore plus compliqué que les fusées Saturne. Il y a 2 programmes américains qui sont la fusée SLS et puis une fusée que Elon Musk veut faire suite à ses Falcon Heavy. Alors lui, c'est autre chose. Il veut aller jusqu'à des cargos et des transports de passagers jusqu'à 100 personnes. Il va commencer par 6 quand même. Hein. Les autres sont aussi pour 6. Alors la question, c'est aussi comment constituer l'équipage pour qu'ils se tolèrent pendant. Il faut les isoler quand même, qu'ils aient un peu de tranquillité. Donc la cohabitation est assez difficile. Et il y a quelques manips qui sont faites d'ailleurs dans des conditions isolées pour voir un peu quelles caractéristiques. Faut-il des femmes à bord, pas de femmes à bord, quel est le caractère, comment on les choisit. Bon, il y a ça aussi. Et puis il faut savoir que pour repartir, on ne peut pas embarquer les ergols qu'il faut pour revenir. Ce serait trop lourd. Et donc il faut sur place fabriquer le carburant qui va permettre de rentrer. Donc vous voyez, pour aller là-bas, il faut pouvoir permettre aux gens de vivre pour un certain temps, donc d'avoir de la nourriture. Il faut qu'il y ait de l'énergie. Il faut qu'ils puissent se protéger des radiations sur place, non seulement sur le trajet, mais également sur place. Et puis il faut aussi fabriquer des propergols, du méthane et puis Donc dans 2020, là, la NASA va faire une petite usine pour voir si on sait fabriquer à partir de ce qu'il y a sur le sol, avec une réaction qui s'appelle la réaction de Sabatier, là, qui va partir de l'hydrogène et puis du CO2 fait du méthane et de l'eau. Donc de l'eau pour les cosmonautes et puis du méthane pour pouvoir faire une partie du carburant. Alors juste autre chose, c'est que en télécom, évidemment, les délais ne sont pas les mêmes. Hein. On a à peu près entre 3 et 20 minutes de liaison qui ne sont pas continues. Donc là aussi, il faut certainement faire une infrastructure télécom pour que les gens puissent communiquer une fois qu'ils sont sur place. Donc ça demande une infrastructure avant. Et puis les masques qu'on place en orbite, en gros, mission Apollo, c'est à peu près 120 tonnes, quoi, grosso modo. Et puis on pose 7 tonnes sur la Lune. Là, il faut poser entre 400 et 1000 tonnes, à peu près. Et puis qu'on envoie, et puis il se pose à peu près 60 à 80 tonnes sur place. Donc ce sont des défis qui sont d'un autre ordre de grandeur de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors ça se traduit par... ah oui, ça c'est le... Quels sont les scénarios pour aller et revenir de Mars, hein, grosso modo. Alors, il y en a essentiellement 2, dites d'opposition ou de conjonction. Le départ est toujours le même, hein, vous reconnaissez la même trajectoire. Vous partez de la Terre, Mars est là, la Terre est là, vous partez, vous rejoignez, en gros 6-8 mois, quoi, 10 mois maximum. Et puis suivant que vous revenez rapidement en s'appuyant sur Vénus pour réaccélérer et revenir sur la Terre, ou bien vous attendez que la conjonction soit favorable pour rentrer, vous avez soit des missions de en gros 650 jours, mais vous passez que 30 jours sur Mars, donc en 30 jours on ne fait pas grand chose. Ou bien c'est plutôt 900 et quelques jours, là, 910 jours. Par contre, vous restez 550 jours sur Mars, donc pratiquement pas 2 ans, mais pas loin. Ah, par contre, on a le temps de faire des choses. Mais pour que les gens puissent passer tant de temps que ça sur Mars, il faut qu'ils aient de l'énergie. Et là, la puissance solaire, je vous ai dit, c'est 2 fois plus faible. Donc il faut des panneaux solaires, plusieurs hectares de panneaux solaires, ou bien une usine nucléaire pour faire de l'énergie. Bon, il faut faire la nourriture, il faut faire le carburant pour rentrer. Plus la partie convivialité et vie à bord. Donc ce sont ces 2 scénarios qui sont aujourd'hui les 2 visés. Bon, alors, une petite idée un peu... Alors, évidemment, je vais vous donner des chiffres, ça ne vaut pas grand-chose parce que personne ne sait ce que ça coûte, ça. Mais c'est des gens qui font des comparaisons. Apollo, c'est 165 millions d'euros ou de dollars, milliards de dollars, pardon. La navette, c'est 185. La station, 105. Les budgets NASA par an, c'est 20 milliards de dollars. L'agence, c'est 5. Le CNES, c'est 2,5, mais 2,5 dont la moitié qui va à l'agence. Donc il ne faut pas compter les 2, il faut compter que la moitié. Et puis une mission habitée, alors suivant les gens optimistes ou pas optimistes, c'est entre 200 et 1500 milliards, évidemment sur 10 à 15 ans. C'est des NORIA de plusieurs lancements par semaine, par an, plutôt un par semaine à peu près, pour pouvoir... Il faut construire sur place une infrastructure vivable pour que quand le gars il arrive, il ait l'eau, le gaz, l'électricité, la nourriture, tout ça de près. Donc tout ça assemblé de façon automatique. Donc je pense que c'est un défi fantastique. Quand on fera ça, on aura fait quelque chose. Je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais on aura fait quelque chose. Bon,
Euh, bon, alors, il y a un truc qui s'appelle la Mars Society. Je vous recommande d'aller voir sur le net quand même. Il y a des vidéos de Elon Musk qui sont absolument fabuleuses. Hein. On s'y croirait. C'est très très bien fait. C'est bien expliqué. C'est sa méthode habituelle, c'est-à-dire qu'il envoie son premier étage revient, l'étage d'après repart. Enfin, je vais vous expliquer ça un petit peu après. C'est très très bien fait. Et puis vous avez une société là qui lobby pour avoir des. Évidemment, on peut faire beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on envoie un cargo qui dépose des choses, on envoie un autre, et puis on revient avec la capsule qui revient. Mais ça, il faut des propulseurs qu'on ne connaît pas. En propulsion nucléaire, plus du plasmique, plus. Donc tout ça, il y a énormément de technos qui sont à développer. Alors, quand même, on ne fait pas complètement rien. Enfin, juste un commentaire, c'est une affaire américaine. Hein. À part les Américains, je n'ai pas entendu parler vraiment de réflexion un peu poussée, et même de pré-développement ailleurs. Bon, l'Europe, il n'y en aura pas. On dira avec eux s'ils y vont, plus ou moins. Enfin, je ne sais pas, on verra. La NASA développe deux engins qui sont censés aller soit à la station, soit sur la Lune, soit sur Mars. C'est une capsule Orion. Et puis un lanceur lourd SLS, dont le premier vol avec équipage est prévu en 2021. Et le premier vol automatique était prévu en 2018 et il a glissé en 2019, là, récemment, là, depuis le mois de mars. Et puis après ça, ce sont des résidus du programme Constellation qui était un programme pour le retour de la Lune. Enfin, il reste quand même ces activités-là. Et puis après ça, il y a plusieurs concepts qui sont en parallèle. Là, il y a Elon Musk qui, lui, va faire une fusée encore beaucoup plus puissante. Et puis emporter... l'idée, c'est de coloniser Mars. Puis il y a Jeff Bezos, son adversaire permanent, là, qui, avec sa Blue Origin, veut faire un truc du même genre. Sauf que j'ai des chiffres à peu près des fusées derrière, c'est pas du tout les mêmes. Donc Jeff Bezos, il est hors course. Hein. Bon, je ne sais pas s'il faut que je détaille tout ce schéma, là, mais grosso modo, c'est toujours la même histoire. Vous avez l'infrastructure à charger sur Mars, comme sur ce que j'ai vu tout à l'heure, ce que j'ai expliqué sur l'échantillon. Puis après ça, vous envoyez les gens, ils vivent là-bas, ils passent un tas de temps, puis ils rentrent de la même manière. Sauf qu'il faut un parachute pour rentrer, il ne faut pas une capsule directe. Elon Musk, c'est pas très différent. Il y a un truc assez marrant. Vous tapez Elon Musk, mission martienne, là. Il y a un schéma qui est bien, là. C'est très très bien fait, son truc. Et lui, il commence par envoyer un cargo, l'équipage avec sa capsule là, en orbite. Et puis ensuite, son premier étage revient. Un deuxième fusée part, envoie un cargo. Il faut un rendez-vous entre le cargo et puis le module de passager qui permet d'avoir le carburant pour aller sur Mars. Il va sur Mars. Alors évidemment, il va sur Mars, mais il arrive, comme j'ai dit, aérocapture, etc. Il a quelque chose qui fait du carburant à construire. Hein. Il recharge l'engin et puis il rentre. Sur le papier, ça a l'air assez simple, mais il n'y a rien qui existe. Alors, il y a quand même eu un test de la capsule Orion avec un Delta 4 en 2014. Donc ça avance, hein, mais c'est une des briques côté NASA. Côté Elon Musk, il y a des vidéos qui sont très bien. Et il y a le moteur là, de ce truc-là. Il y a 42 moteurs aujourd'hui dans la configuration qui est choisie pour faire la propulsion du premier étage. Voilà une idée un petit peu de ce que sont les fusées. Alors c'est toujours difficile de se représenter ça, mais enfin, grosso modo, vous avez ici la fusée avec une version cargo de Elon Musk, 7000 tonnes au décollage. Ça, c'est la version NASA, le SLS, 4200 tonnes. Ça, c'est Big Ben pour l'ordre de grandeur. Et ça, c'est le Falcon Heavy, c'est-à-dire le plus gros lanceur de Elon Musk pour comparer. Bon, le SLS, premier vol en 2019. Et après ça, il y a un débat sur est-ce que le vol d'après... alors, sa fusée, Elon Musk, il annonce premier vol en 2022 sans équipage. Et vers mars en 2024. Ça, c'est à mon avis infaisable. Hein. Infaisable avec tout ce qu'il faut avoir avant. Alors, sauf s'il fait ce qu'il raconte, c'est-à-dire qu'il a des volontaires pour partir et savoir qu'ils ne reviendront pas. Ça me paraît quand même un peu bizarre que les mecs partent et puis ils sont sûrs de ne pas revenir. L'ambiance doit être bonne à bord, hein, quand même. Hein. Je sais pas, bon. Et après ça, une des questions qui se pose après, avec le côté NASA, c'est le premier vol avec équipage. Est-ce qu'il se fait autour de la Lune? Est-ce qu'il se fait autrement? Donc il y a des tas de débats sur tout ça.
Bon, je ne sais pas s'il faut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est une vue d'artiste du transporteur de Elon Musk, alors avec des grands panneaux solaires, un bouclier thermique ici pour faire la rentrée sur Mars. Les propulseurs également là. Alors, il y a autre chose que je n'ai pas cité, mais quand on va coloniser quelque part, il faut trouver un site. Et puis à chaque fois qu'on va sur Mars, il faut se placer au même endroit. Sinon, c'est pas évident. Ça veut dire pas aller sur Mars, c'est d'aller à cet endroit-là, à quelques dizaines de mètres ou kilomètres près. Alors le choix du site, il y a plein de débats actuellement, parce qu'il faut un site où on puisse trouver des ressources. Il faut un site qui scientifiquement soit intéressant. Il faut un site bien plat. Il faut installer une centrale d'énergie. Il y a tout un... En plus, alors comme les radiations sont quand même un problème, les déplacements sont un peu longs, sont faits sur des rovers habités mais pressurisés. Il y a eu la Jeep sur la Lune, hein, les gens étaient en scaphandre et sur la Jeep. Là, c'est plus difficile à cause de tous ces problèmes-là. En plus, l'habitacle doit être enterré pour éviter que les radiations ne soient trop fortes sur les membres d'équipage. Donc les gens verront une coupole avec vaguement du rouge au-dessus. C'est tout ce qu'ils verront pendant les quelques mois qui seront là-bas. Donc c'est difficile. Hein. Bon, ça c'est des vues d'artistes. J'ai une comparaison sur les doses, les fameuses doses de radiation. Alors, chez le dentiste, hein, ça fait 10,4, c'est des sieverts, l'unité de dose cumulée. C'est 10,4 chez le dentiste. Hein. Au niveau de la mer, c'est 3, 10,4. Le nucléaire, c'est déjà 2, 10,2. Donc c'est déjà plus embêtant. À la surface de Mars, tous les ans, et sur la station, c'est 0,3. Donc ceux qui y passent, ils en prennent quand même pas mal. L'aller-retour Terre-Mars, c'est 0,6. Et sachant qu'on commence à avoir des problèmes à partir de 0,75. Et puis c'est l'étal à partir de 2. Bon. Alors les gens travaillent sur comment on peut se protéger. Alors si vous regardez les designs du compartiment qui emporte les équipages, il y a de l'eau, parce que l'eau absorbe les radiations. On peut faire 50% de moins. On travaille sur des nitrures de bord, des composés hydrogénés pour essayer de diminuer la dose de radiation. Mais ça sera un vrai problème quand même. Bon, ça j'ai parlé du carburant. Ouais, alors, donc Elon Musk, c'est 300 tonnes qu'il veut poser sur Mars, sur son vaisseau. Et ça fait quand même 2 tonnes de carburant pour faire ça. Hein. Il faut rien descendre. SLS, la NASA, c'est une logique différente qui sont des modules plus petits, enfin 50 tonnes quand même. Je vous rappelle que les rovers, le plus gros rover d'aujourd'hui, c'est 1 tonne. Donc c'est pas du tout la même méthode pour y arriver. Les parachutes ne marchent pas là. Hein. Il faut des parachutes de je sais pas combien. Bon, il faut envoyer des équipages régulièrement pour entretenir la station. Pour où se poser, j'en ai parlé. Puis ça, c'est les comparaisons des trucs actuels. Voilà. Bon. Alors tout ça, j'ai trouvé tout ça où? Alors, dans la DOC Agence, hein, de l'Agence spatiale européenne, vous avez vous avez des sites de l'agence qui sont bien faits avec des vidéos que vous pouvez télécharger, donc c'est assez facile d'aller voir. La doc NASA est très bien faite aussi, hein, vous avez vraiment de la doc, mais par contre on ne sait pas télécharger facilement les vidéos. Et après c'est les Wikipédia qui aident pas mal, hein, parce que pratiquement toutes les missions, il y a une description de la mission avec ce qui est fait, les instruments scientifiques, etc. Et puis j'ai apporté, il y a un numéro spécial en ce moment de Mars, de ciel et espace, sur la mission martienne habitée, qui est bien fait, qui fait une synthèse de de tous les problèmes vraiment en détail, de comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on peut s'accommoder, etc. Et puis si vous voulez voir des belles images de Mars, là, j'ai mis il y a un site là d'un gars qui a fait une analyse de photos de Mars qui sont absolument fantastiques, avec en plus l'explication de ce qu'il y a à voir derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, comment c'est décrit, quelle est la composition du sol, etc. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps hein, parce qu'en plus j'ai commencé comme ça, puis à force, on va creuser toutes les missions une par une pour voir ce qu'ils ont fait, comment ça a marché. Donc c'est assez passionnant. Hein. Donc je vous encourage à suivre ces événements. Et puis j'espère que la mission du CNES avec les Japonais, ça va être décidé, que ça va être mis en place, parce que ça c'est une super mission. Hein. Ça sera équivalent à ce qu'on a fait sur Rosetta au niveau de la qualité et la nouveauté. Et ça ressemble un peu aussi si ce qui se prépare dans l'Agence spatiale européenne sur Jupiter, sur aller voir les satellites de Jupiter un par un, et puis de faire des visites. Voilà, merci. Bon, merci Michel pour ce panorama complet.
Donc je comprends que tu es moins optimiste qu'Elon Musk. Quand on lui pose la question à Elon Musk de la faisabilité de son projet, qui, ceci dit, est d'un point de vue communication extraordinairement complet, il répond ils ne savaient pas que c'était infaisable, donc ils l'ont fait. Alors bon, c'est la tarte à la crème, je veux bien, mais il a l'air vraiment d'y croire. Ce que je ne comprends pas, c'est quel va être l'événement déclenchant. Parce qu'il faut mettre quand même quelques milliards au tapis, et il faut qu'il y ait une raison. Alors, battre les Russes, c'est fini, ils sont out. Hein. Battre les autres, je ne sais pas lesquels, les Chinois peut-être. Il n'y a pas de... Battre Bezos. Oui, mais là, Bezos, avec ce qu'il fait, il n'est pas dans la course. Hein. Là, il joue en deuxième catégorie. Là. Enfin, je sais pas. Mais ceci dit, au niveau de l'ingénierie de ce qu'il y a à faire, monter un système de vie complet, pouvant accepter des gens, des équipages de au moins 6-7 personnes pendant plusieurs mois, plusieurs années, de façon entièrement automatique, à distance, rien que ça, c'est déjà un super challenge. Hein. Oui, et puis le nombre de tirs qu'il faut pour y arriver, c'est incroyable. Bien, mais écoute, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suppose qu'il y en a beaucoup. Donc, merci. Oui. Bonsoir, monsieur. Merci de cette présentation. J'ai plusieurs questions, mais je vais me limiter quand même à deux, si je me permets. Je ne suis pas sûr que je peux répondre à tout. Hein. Non, mais c'est parce qu'il faut que tout le monde puisse parler. La première, c'est une question simple. C'est le système de grue qui a été utilisé il y a 5 ans pour Curiosity. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que ce système est obsolète ou est-ce qu'il peut... Non, je pense que ce sera le même pour 2020. Toujours d'actualité. Ce sera le même pour 2020. C'est une des façons d'avoir les rétrofusées au-dessus et puis de déposer de façon souple. Hein. Parce que le problème, c'est quand on arrive à proximité du sol, c'est d'éviter que les engins se percutent. Donc il y a toutes des manœuvres qu'on appelle les collision avoidance, enfin d'évitement. Et ça, c'est une façon assez élégante de faire la descente assez douce et puis de pouvoir évacuer l'ensemble propulsif. Et la mission 2020 aura le même genre de système. Okay, l'agence, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pardon ? Le projet ESA, je ne sais pas comment il sera. Le projet ESA, oui. Je ne pense pas qu'on ait ça. On fera un truc un peu du même genre que celui qu'on a sur 2016, mais un rover, il faut quand même le poser doucement. Hein, donc, je ne sais pas. Là, je ne connais pas le système. Là. Je sais pas. Bon, si je peux me permettre, une deuxième question. Oui, allez-y. Dans une mission, à l'aller, j'entends déjà, l'orbite, il y a des corrections d'orbite. À partir de quel moment la sonde, enfin le véhicule spatial, est abandonné à lui-même, c'est-à-dire avec ses instruments, etc., entièrement automatique. C'est à quelle distance, à quel moment de la mission? Je n'ai pas en tête, là, mais enfin, en gros, les corrections de trajectoire, on les fait le plus loin possible de l'attraction de la planète qu'on va viser, hein, parce que ça coûte moins cher. D'ailleurs, les orbites qu'on vise ne sont pas des orbites, on tire dans l'écliptique, hein, puisque toutes les planètes sont écliptiques, mais en fait, on s'arrange pour faire des corrections pour que, en fonction de l'angle qu'on va donner, on est sur une orbite ou polaire ou équatoriale ou autre chose. Donc il y a des trajectoires avant qui sont plusieurs milliers de kilomètres avant, qui après ça, qu'on ajuste au fur et à mesure, puisque en appui de tout ça, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il y a des réseaux sol avec des antennes de 35-70 mètres pour faire la trajectoire et l'orbitographie. Et en fonction de ça, on laisse pratiquement on ne corrige pas très près parce que ça coûte extrêmement cher. Ça, hein. Si vous arrivez sur la planète, quand vous êtes capturé par la planète, vous êtes sur orbite hyperbolique et là les vitesses relatives sont extrêmement fortes, donc il faudrait des poussées importantes. Donc on s'arrange pour viser ça avant. Puis on recale au fur et à mesure. Oui, mais parce que les ellipses d'atterrissage d'atterrissage, puisque c'est le mot qui est toujours utilisé, même sur Mars, les ellipses ne sont pas gigantesques. Oui, mais là, une fois qu'on a largué, une fois que vous avez largué la sonde là, qui va descendre, il n'y a plus rien à faire. Hein. Oui. Ça se débrouille. Donc il faut être à bonne vitesse, à bonne altitude et au bon angle. Puis après ça se débrouille. Après, ça se débrouille. Enfin, ça se débrouille. Vous n'avez pas de propulsion tant que vous n'avez pas pu larguer les protections thermiques pour pouvoir activer ça. Si vous voulez faire ça avec des propulseurs en plus,
Ça, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut des propulseurs comme Hermès ou des trucs comme ça, qui ont des propulseurs avec des protections thermiques et qui marchent aussi avec les protections existantes. Ça, c'est tout le développement encore. Ouais. Et c'est lourd, ça. Ok, merci. Le driver, c'est le poids. Hein. C'est vraiment... oui. Sur la décontamination, tu parlais tout à l'heure de risque de contamination. Qu'est-ce qu'on craint en matière de contamination et qu'est-ce qu'on fait pour décontaminer un objet qui va... Alors, c'est le problème du vol habité, ça. Pour envoyer des mecs sur Mars, pratiquement, il faut être sûr qu'il n'y a pas de vie. Sinon, on va tout perturber, quoi, grosso modo. Donc, actuellement, ce qu'on fait, on les passe en étuve, on les chauffe, les équipements, et puis on s'arrange pour qu'il y ait le moins de bactéries possible qui résident dans les équipements. Et avec ça, il y a toute une procédure de propreté qui est respectée, qui était agréée au niveau de l'ONU, hein, ce truc-là. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut vraiment. Hein. Moi, on ne sait pas passer le satellite complet dans une étuve. Donc on passe les équipements, pas tous. On fait le max qu'on peut, mais il en reste quand même. Donc, parce que l'important, c'est de voir qu'on ne mesure pas des bactéries qu'on a apportées nous, quoi. Mais dès qu'il y aura l'être humain là-dedans, c'est fini, la bactérie. Alors. Donc en fait, il y aura du vol habité s'il n'y a pas de vie. S'il y a de la vie, ça va être encore un élément qui va retarder pour savoir qu'est-ce que c'est que cette forme de vie élémentaire et comment est-ce qu'on peut l'identifier. Je crois que ce sera aussi un paramètre important qui sera précurseur de toute mission habitée. D'où l'intérêt des retours d'échantillons. Puis la mission 2020, elle a des carottages à 1 mètre ou 1 mètre 20 aussi pour aller voir assez profond, parce qu'on pense que plus bas, il y a peut-être des choses. Mais on n'a pour l'instant pas d'idée de la forme que ça peut prendre. Petite question, quand une mission ESA est réussie, on mentionne rarement les industriels. Quand elle est loupée, on le mentionne. C'est normal? Non. Non, c'est pas. Il n'y a pas de. Non. C'est-à-dire que la commission d'enquête se passe toujours après. Donc, quand il y a votre commission d'enquête, on ne parle plus de personne. Hein. Donc, ça marche, ça a marché, bravo, etc. Puis après ça, on voit la séance qui se déroule. Quand il y a un pépin comme ça laisse des traces quand même. Parce que, donc, on cherche un peu où a été faite la défaillance pour essayer de ne pas la reproduire, quoi. Donc, et d'ailleurs, je pense que sur Beagle, j'avais été participé à l'enquête à l'époque, après 2003, enfin 2005. Comme on n'avait pas de télémesure, c'était un truc qui était raccroché à ExoMars, mais qui n'était pas vraiment géré par l'agence, qui était géré par l'agence anglaise. Il y a déjà eu le débat sur qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors, comme il n'y a pas de télémesure, et en plus c'était un gars qui s'appelle Pillinger, un anglais, qui s'était fait payer une bonne partie de ça par Coca-Cola et par de la pub. Donc il n'était pas content, qu'il dise c'est pas moi, c'est de la poussière, c'est autre chose. Alors du coup, maintenant qu'on a localisé la sonde, pas tout de suite, mais je pense qu'on va reprendre. Alors les Anglais, c'est avec les Anglais qui travaillent là-dessus, hein, pour savoir ce qui s'est passé. Et je pense qu'on va finir bien par comprendre si c'est le panneau qui s'est mal ouvert, si c'est autre chose, etc. On en parle parce qu'il y a des choses à dire. Sinon, quand ça marche, on fait des colloques après ça scientifiques sur ce qu'on découvre. Hein. Enfin, aujourd'hui, les orbiteurs ont tous bien marché. Enfin, je parle des orbiteurs européens. On peut dire que ont tous bien marché, 100% quand même. On maîtrise très bien la technique d'aller et de se mettre en orbite sur Mars. C'est pas mal. Après, l'atterrissage, on ne maîtrise pas bien en Europe. Franchement, aucun des deux n'a marché, quel que soit l'industriel, je dirais. Mais quand on regarde Schiaparelli, il y a eu une connerie de fait, mais c'est une connerie. On suppose qu'on leur a laissé les 15 millisecondes et pas la seconde. Machin, il est arrivé en bas. Ou quand on a fait le test avec le radar, quand on a vu Q par-dessus tête, au lieu de dire chez Q par-dessus tête, on dit je laisse tomber, je prends que le radar. On fait une erreur d'angle, mais pas grand-chose. Donc on aurait pu, après, parce qu'après on est vachement malin. Hein, au début on ne sait pas, mais parce que 2020 il faut savoir ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire, hein, parce que c'est facile de dire il faudrait faire ça, faire ci, faire ça, faire ça. Après ça on a dit la télémesure, elle n'est pas très bonne parce qu'on n'a pas tout. Oui, mais le débit est très faible. Et puis les événements qu'on veut traquer sont très courts. Hein. On veut la seconde dans des événements qui font 180 degrés par seconde en choc. Donc il faut échantillonner, stocker, redistribuer après. Il y aura encore un compromis quelque part qui n'aura pas tout. Donc, mais c'était pas loin quand même. Oui. Est-ce qu'il y a de l'eau sur toute la surface de Mars ou juste là où il y a Curiosity qui a... Alors ça, on ne sait pas bien parce qu'on n'avait été que quelques endroits.
premièrement. Et deuxièmement, les sondes avec Mars Express en particulier, il en a trouvé au pôle sud. Puis dans des cratères. Mais il faut des endroits très protégés du soleil, pour pas que l'eau s'évapore, elle est sous forme de glace. Hein. Et puis on l'a trouvé aussi en creusant sous la poussière qui est sur le sol. Dans quelques endroits, on atterrit, parce que quand on choisit le site d'atterrissage, les scientifiques regardent où il pourrait y avoir de l'eau et trucs comme ça. Donc on choisit la zone. Mais il n'y a pas de l'eau partout. On pense et on voit bien avec les images qu'il y en a eu. Et ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'elle est devenue et pourquoi elle est partie. C'est ça une des grandes questions en gros, qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que par hasard, c'est pas quelque chose qui peut expliquer la façon dont le cycle de l'eau marche sur Terre. C'est aussi des trucs qu'on n'a pas compris. C'est ça qu'on cherche à avoir pour voir un peu les évolutions de la planète d'ici, quoi. Mais il n'y en a pas partout de l'eau. Il y en a eu pas mal, parce que quand on regarde les photos, il y a eu des raffinements, des ruissellements, des canyons, des trucs comme ça. C'est des écoulements, ça. Mais on ne sait pas bien quand ça s'est arrêté et combien de temps ça a duré. On ne sait pas. Même si c'est une relativement petite planète, c'est quand même très grand. Et on ressent comme un grand besoin d'exploration un peu plus systématique, même, pour passer après du fantasme à la réalité. Est-ce qu'il a été étudié le coût et les bénéfices éventuels de mettre en place une infrastructure, quelque chose du genre des relais de communication, un GPS, une observation systématique, savoir où en est l'atmosphère, si on veut faire des roboting? Non, il y a ça en tête. En particulier, il y a un mec qui s'appelle Vince Cerf. Vince Cerf, c'est un des fondateurs d'Internet qui maintenant est chez Google, là, qui fait la pub chez Google. Il est proposé dès 1998 d'installer un réseau de télécom en particulier. Parce qu'un des grands problèmes, c'est les liaisons. On a très peu de débit et relier à la Terre, il faut des grandes antennes. Et donc une des façons, c'est on utilise les relais Emero, Mars Express, on les utilisait pour relayer les données. Qui après ça se retransmettent sur la Terre. Toutes ces sondes qui sont en orbite, elles ont des grandes antennes, hein, de plusieurs, de 1 mètre, 1 mètre 50. Quoi. Donc c'est des grandes antennes. Plus les gros rovers, ils ont aussi des antennes qui directent du sol. Mais on manque de deux choses. Un équivalent GPS, mais là, c'est difficile. Alors on peut peut-être faire ça avec des systèmes plus fins, plus simples. Et puis les télécoms. Parce que ça, les télécoms, il faut monter les débits. Et ça, c'est tout de suite. Là, on monte dans les bandes. Hein, on était en bande S, maintenant on est en bande K systématiquement. Bon, mais il faut que les technos suivent. Hein. Donc je pense que. On a vu, j'ai parlé de MRO. Quand on regarde les premières images, les images, là, elles sont fantastiques en résolution. C'est parce que le débit a été augmenté. Mais les antennes au sol, il y a un réseau de l'agence, les antennes font 30 mètres. Et puis le Goldstone fait 70 mètres quand même. Donc, bon. Enfin, la techno, elle évolue assez vite hein, quand même. Parce qu'on a maintenant. Au début, c'était quelques bits par seconde qui étaient échangés avec des codages pour éviter que le bruit ne perde de signal. Quoi. On a beaucoup changé ça. On ne changera pas le délai. Mais les cadences, on a vachement changé. Ben justement, l'idée de Vince Cerf, c'était d'installer un système là-haut, genre Internet. Comme ça, chacun qui envoie une manip, il est plugué à un réseau avec des protocoles existants. On n'a pas encore trouvé qui allait payer ça. Très cher. C'est un lancement, c'est entre 500 et 800 millions, quoi, grosso modo. Un truc comme ça. Donc, il en faut plusieurs. Il faut au moins quelques-uns. Il faut 5-6 au moins pour pouvoir faire des relais. Quoi. Il n'y a que de la dépense là. Hein. Je veux dire, c'est des missions, ça coûte ça. Il n'y a aucun revenu. Non. Je n'ai pas fait le calcul, mais je ne pense pas, non. Le coût de l'infrastructure, il est énorme. Hein. Dès qu'on veut l'amortir sur les missions, il y a intérêt à faire les missions, quoi. À mon avis. Hein. Mais les minerais, toutes les histoires des astéroïdes, des minerais, tout ça, il faudra vraiment trouver des métaux qu'on trouve plus sur Terre, d'une valeur colossale pour que la logistique de transport soit amortie. Je ne sais pas quel est le coût du kilo rapporté, mais c'est énorme. Hein. Y a pas, je ne pense pas que ce soit une solution, ça. Enfin, pas encore.
Merci pour cette présentation. Changement un petit peu de sujet. Sans parler des grands projets vers Mars, quid d'une base lunaire? Et Alors ça, on en parle. Pardon? Ça, on en parle. Ah. Alors, le nouveau DG de l'agence en fait son slogan. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en se mettant de l'autre côté de la Lune, on serait électromagnétiquement vachement plus propre. Donc, mais c'est encore de la science. Retourner sur la Lune, c'est beaucoup plus facile que de faire des missions martiennes. Donc il y a beaucoup de réflexions sur est-ce que le passage par la Lune est un passage obligé ou pas vers Mars. De ce que par exemple, monter une infrastructure de vie entièrement automatique, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, c'est pas très très différent dans les techniques et les technologies employées. Donc est-ce qu'il faut passer par là avant d'aller autre part? C'est une des questions qui se posent. Ça coûte quand même la Lune, ça coûte quand même assez cher. Hein. Donc je ne sais pas si on finira. Je ne sais pas répondre à ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de techniques qui sont très semblables, lunaires ou martiennes. Hein. Mais il faut aussi savoir pourquoi on y va d'ailleurs. Parce que... Alors j'ai une question là. Autour de la Lune, on a commencé par aller faire le tour et revenir. On ne s'est pas mis en orbite. Les Américains discutent beaucoup on en discutait d'ailleurs à l'ESA dans les années 2000, deux missions préparatoires où on se contente d'aller en orbite, voire d'aller sur Phobos, mais peu importe, se mettre en orbite autour, histoire déjà de tester, etc. Et au passage, on peut peut-être rester seulement les fameux 30 jours. D'ailleurs, je suis très étonné qu'on soit obligé de revenir par Vénus si on reste que 30 jours. Enfin bon, ça je vérifierai. Mais je veux dire, il me semble que les Américains en parlent encore. Ils n'ont pas encore décidé. Oui. Et ça pourrait être une première étape un petit peu moins chère. Et donc, après, ça donnera envie ou pas. Mais je veux dire, c'est peut-être ça qui se fera en premier. Tout ça, c'est dans les scénarios. J'ai esquissé un scénario comme ça, mais il y a plein d'options, plein de variantes. Le premier vol, il est comment? Est-ce qu'on fait un truc lunaire? Est-ce qu'on fait un truc autour de Mars et puis on revient? Je ne sais pas. C'est dans les options, mais il n'y a pas de scénario aujourd'hui arrêté. Parce que il y a plusieurs difficultés. Alors, effectivement, d'aller faire un tour là-bas, ça permet de tester les navigations, la durée, la partie radiation, la partie vie dans le transport. Ça règle rien sur la partie comme on vit sur Mars. Donc, je sais pas. Tout ça, je sais pas. C'est pour ça que ça va prendre certainement pas mal de temps. Hein. Mais les scénarios sont pas. Même le premier vol de SLS habité, la question c'est on le fait directement, pas directement. Est-ce qu'on va autour de la Lune? De quelle façon? Ça, c'est aussi des débats. C'est plus proche là, c'est dans les 6-7 ans qui viennent. Je sais pas, tout ça, on est au début du cycle là. À la limite, c'est plus compliqué d'aller se mettre en orbite autour de Mars, parce que si on loupe l'insertion, la sonde et les mecs dedans, ils reviennent jamais. Hein. Ouais, mais tu peux faire un survol lointain. Tu survoles lointain, puis tu fais que passer, et tu ne mets pas en orbite, tu passes et tu reviens. Mettre en orbite, c'est plus compliqué déjà. Oui, c'est à la limite plus compliqué que d'atterrir, ou l'atterrissage, tu mets sur une orbite une trajectoire qui va directement sur Mars. Là, il y a peu de chances de louper. Non, mais je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est vachement dangereux. Il faut remonter derrière. Donc, chaque truc est vachement difficile. Alors, passer au large de Mars, ça, c'est faisable, ça. Mais se mettre en orbite autour, il y a un risque énorme, parce que les mecs, si le timing n'est pas très bon pour une raison quelconque, hein, et que ça se met... Parce que la trouille qu'on avait tous quand il y a eu des mises en orbite autour de Mars, c'est que le satellite ne réapparaisse pas de l'autre côté et qu'il soit parti vers l'infini. Hein. Mais c'est comme la Lune, hein. Tu freines quand tu ne vois pas, quoi. Oui, mais enfin, on a quand même réussi des mises en orbite, c'est ce que tu disais, Michel, tout à l'heure. Oui, non. Et donc, non, c'est d'une complexité complètement différente. Dans les plans des Américains, il y a toujours l'idée qu'entre 2035 et 2040, on ira, on ne sait pas, probablement pas sur Mars, mais on ira au voisinage de Mars. Ouais. Parce que la NASA, finalement, qu'est-ce qu'elle a comme objectif aujourd'hui? Pas grand-chose d'autre. Hein. La station spatiale ne durera pas éternellement en orbite terrestre. Il ira peut-être en orbite autour de la Lune. Il parle d'une mini-station aujourd'hui. Mais je veux dire, tout le fric de la NASA, il faut bien qu'il soit employé à faire quelque chose qui aille plus loin. Alors, descendre sur Mars, je suis d'accord. Si c'est pour claquer du fric, il y a tout ce qu'il faut. Mais... oui, mais il faut bien qu'ils le claquent, leur fric, sinon ils n'en auront plus. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas bien de scénario d'arrêter, hein, quand même. Enfin, c'est pour ça qu'à mon avis, on va en parler pendant longtemps de ça, parce que les étapes sont très très dures à franchir une par une. Moi, je pense que
Bah, certainement, les briques une par une, on va essayer de les mettre au point au fur et à mesure, hein. Parce que la mission dont j'ai parlé, 2020 sur la NASA, de faire une usine, c'était déjà là en 2000. Hein. Il y a déjà 20 ans que les mecs avaient déjà pensé à ça. Ils avaient des protos à l'époque. Donc tu vois le temps qu'il faut pour faire juste valider un concept. Et puis, alors là, c'est... Ouais. C'est compliqué. Bien, mais il est 20h. Donc l'horloge a sonné. Éventuellement une dernière question s'il y en a une. Alors une dernière question. Monsieur a déjà parlé, donc on va demander à monsieur. La question qui tue. Oui. Aujourd'hui, on a de l'eau, on a trouvé du méthane. On n'a pas trouvé grand-chose d'autre. Hein. Non, mais aujourd'hui, c'est ce que dit Sylvestre Maurice. On sait qu'il y a eu des conditions où la vie aurait pu apparaître. Mais est-ce qu'il en reste ? Mais on n'a rien trouvé qui montrait qu'elle était effectivement apparue. Il y a 50 ans, j'assistais à une conférence à Stanford sur le même sujet. Et il y a un prix Nobel, dont j'oublie le nom, qui disait « Je croirais à la vie sur Mars le jour où on montrera une gazelle se galopant sur la surface. » Ça n'arrivera pas. Là, à mon avis, c'est pas pour demain. Là. Ça n'arrivera pas. Bien, merci beaucoup, Michel. Merci à vous.